Vous avez été nombreux à regarder ma vidéo parlant de mes deux plus grosses erreurs. En effet, j'ai perdu une fortune en ne découvrant le monde de l'investissement que largement après le début de ma vie active et en achetant cash un appartement alors que les taux de crédit immobilier étaient à 1%. Mais ce ne sont pas les seules erreurs que j'ai faites, il y en a en fait au moins une troisième que je vais vous présenter aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas dans l'optique de raconter ma vie, mais surtout dans le but de vous permettre d'éviter de répéter mes erreurs, qui sont d'ailleurs très communes. Celle-ci, en l'occurrence, consiste en fait à avoir complètement loupé mes premiers investissements en bourse. J'avais commencé à me renseigner en février 2023 et j'ai sauté le pas assez rapidement. À cette époque, j'avais très vite compris le principe et la puissance des intérêts composés. De plus, on se souvient que 2022 était une année plutôt mauvaise en bourse, et je m'attendais donc logiquement, comme beaucoup de personnes, à une belle année 2023. Bon, jusque-là pas de problème, mais là où ça devient gênant, c'est les sources de mon apprentissage à l'époque. Bon, je ne vous les citerai pas, et je n'ai rien contre eux, ils m'ont tout de même permis de découvrir ce monde, et je leur en serai toujours reconnaissant. Seulement voilà, ils ne se mouillaient clairement pas beaucoup, et attachaient beaucoup plus d'importance à la sécurité et à la diversification plutôt qu'au rendement. Là où mon profil me qualifie facilement pour des investissements rentables et volatiles comme le Nasdaq, les ETF à effet de levier et la crypto, eh bien j'entendais surtout parler des ETF monde, des obligations, de l'assurance vie et des SCPI. Ne connaissant donc pas tellement l'existence ou alors le rendement de ces placements plus risqués mais très rentables, je me suis donc lancé sur des choses moins lucratives et plus diversifiées. Je vous partagerai mon PEA juste après, mais avant, remettons un peu de contexte pour vous expliquer pourquoi mon profil d'investisseur, et peut-être le vôtre, devrait se tourner vers des investissements plus volatiles. J'étais donc propriétaire d'un petit appartement pour lequel je n'avais pas eu à prendre de crédit, ce qui est d'ores et déjà une erreur comme je vous le disais plus tôt. J'ai pu acheter cet appartement grâce à des gains plutôt conséquents dans le gaming, mais cette époque étant révolue, je me retrouvais donc à ce jour à 28 ans avec 18 000 € en banque, une voiture assez récente et fiable payée cash elle aussi, ainsi qu'un CDI proposant un salaire d'environ 1800 € net, prime d'activité comprise. Vous avez compté le nombre d'éléments qui me permettent d'aller investir sur du risqué? J'ai 28 ans, donc si un crash se produit, je peux très facilement attendre qu'il rebondisse. Même dans 15 ans, je ne serai toujours pas dos au mur, forcé de vendre mes actions pour en vivre. Je suis propriétaire et sans crédit sur le dos, donc je peux théoriquement vivre jusqu'à la fin de ma vie en ne payant que l'équivalent de 200 € de charges / taxes foncières par mois sur la partie logement. Ce qui signifie que même si tout va mal, mes dépenses obligatoires sont si basses que ma situation restera relativement confortable. J'ai une voiture fiable et encore une fois sans crédit, je n'ai que l'assurance à payer et aucune réparation très gênante à prévoir. Je suis en CDI, et en France c'est quand même quelque chose qui apporte beaucoup de sécurité, peu de risque de perdre l'emploi, ou alors en récupérant une belle somme d'argent au passage, peu de risque également d'être gêné par un accident de travail, une jambe cassée, etc., étant donné qu'il y a des sécurités contre ça en France. Enfin, j'ai dans les 18 000 € en banque, l'épargne de précaution est donc d'ores et déjà validée, largement d'ailleurs. Tout ça pour dire que tous les voyants sont au vert pour investir de façon risquée et rentable. Avec une telle situation, je ne peux littéralement pas me retrouver en difficulté, même si mes gains tombent à zéro, ce qui est impossible en s'y prenant correctement, eh bien ma vie ne changerait pas. Mon rêve de partir en retraite dans 10 ou 15 ans tomberait à l'eau bien sûr, et ça serait dommage, mais ça s'arrête à ça, c'est simplement dommage. Donc voilà, ma tolérance au risque doit logiquement être extrêmement élevée, car je coche toutes les cases. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'insiste autant sur le risque? Y a-t-il vraiment une différence entre un investissement sur le Nasdaq 100 et sur le MSCI World ou les obligations? Oh oui, il y en a une belle. Le Nasdaq propose un rendement de 17% sur ces 10 dernières années, alors que le World c'est 11 et les obligations 5. On va combiner ces deux derniers pour en faire un placement à 9%. Qu'on va comparer aux 17% du Nasdaq. Sur mes 18 000, je peux donc investir 16 000 en gardant 2 000 d'épargne de précaution. Rien que sur une année, 16 000 € dans le Nasdaq progresseront à 18 941, puis à 22 425 sur celle d'après. Depuis le combo World et obligations, on parlerait plutôt de 17 500 puis 19 142. Un écart de 3 000 € apparaît déjà en 2 ans, et ça n'ira qu'en empirant. En effet, 13 000 € x 17% sur 20 ans, c'est 468 000 €, mais x 9%, c'est seulement 96 000. Et oui, si 17% n'est pas 2 fois plus élevé que 9% au sens strict, on s'aperçoit en fait que la différence est énorme et se creuse au fur et à mesure que le temps passe. Pourtant, même en ayant une tolérance au risque faible, j'aurais pu investir ces 16 000 € dans le Nasdaq, puis investir en DCA, donc petit à petit chaque mois au fur et à mesure que la paye tombe, dans des placements beaucoup plus sécurisés. Cette technique est la plus rentable et reste tout aussi sûre que d'investir directement dans des investissements plus fiables. Voyons voir comment je me suis débrouillé plutôt que de suivre un parcours aussi optimal.
Avec mes 16 000 euros, j'étais parti sur une répartition plus ou moins équitable entre le World, l'Emerging Market et l'ETF européen de chez Amundi, qui n'est de toute façon pas bon, car ce portefeuille est d'ores et déjà beaucoup trop orienté sur l'Europe et un peu trop sur les pays émergents. Une répartition de 80% dans le World, 10% pays émergents et 10% crypto aurait été plus intéressante, même pour quelqu'un ayant une tolérance au risque moyenne ou faible, donc pas moi bien sûr. Et je n'ai pas fait ça avec toute cette somme, mais avec la moitié environ, car j'avais également un LEP bien rempli de 7700 € à l'époque, ce qui n'est pas bon non plus. Bien sûr, le fait de posséder un LEP est une bonne chose, ça permet d'avoir une épargne de précaution plus rentable, ou alors c'est un placement à part entière intéressant pour quelqu'un étant très proche de la retraite, ou ayant besoin de garder des liquidités à disposition. À ce stade, mon argent ne génère que dans les 8% d'intérêt, alors qu'en plaçant tout dans le Nasdaq, on aurait plutôt été dans les 17%. Et le risque associé à la plus forte volatilité du Nasdaq n'aurait donc pas été un problème pour moi vu mon profil. Bref, retour dans le monde réel. J'ai ensuite acheté pour près de 8000 € de S&P 500 d'un coup, en liquidant donc mon LEP après avoir réalisé ce dont je vous parlais plus tôt. Ce n'est qu'après quelques mois que j'ai commencé à faire ce que j'étais censé faire depuis le début, investir dans le Nasdaq x2 et dans le Bitcoin, ce que je ne peux faire qu'en DCA maintenant. Malheureusement, mon PEA n'ayant pas plus de 5 ans, je ne peux pas arbitrer et revendre mes ETF mollassons pour aller chercher de la rentabilité. Et voilà donc à quoi il ressemble aujourd'hui. Vous y voyez tout ce dont je vous parlais plus tôt, avec en plus de ça le Russell 2000, que je ne regrette pas pour le coup, étant donné qu'il permet à la fois de diversifier et d'avoir un rendement acceptable. Du Nasdaq 100 classique, après avoir découvert son existence, mais avant d'entendre parler des ETF leveraged sur PEA. Du MSCI USA Leveraged, que j'ai acheté assez récemment à cause du prix du Nasdaq 100 x2 qui commence à dépasser ce que j'investis chaque mois, donc 1000 €. Un poil moins rentable mais beaucoup plus diversifié, on parle de 600 entreprises, et plus pratique, à 20 € l'ETF. Enfin, deux petits ETF que j'utilisais quand j'achetais deux World à 400 € chacun, et qu'il me restait donc 200 € à placer, qui ne servent pas à grand chose, et que je regrette également. Ces 200 € en plus auraient été très bien en crypto, laquelle permet d'investir ce qu'on veut au centime près. Il profite cependant de bourse au market, et n'ont donc aucun frais d'achat en dehors des frais de gestion classiques, eux-mêmes peu élevés. Bref, si c'était à refaire, voici mon plan. Je garderai donc 2000 € d'épargne de précaution, et je claquerai environ 13 000 € directement dans le Nasdaq x2, et 3000 € en Bitcoin. Pourquoi ce choix? Eh bien pour toutes les raisons dont je vous parlais plus tôt, qui font que ma tolérance au risque peut s'élever très haut. De plus, 16 000 € x 31% sur 20 ans, c'est plus de 7 millions. Bon, je ne suis pas naïf, et ne le soyez pas non plus, ce rendement est optimiste et les performances passées ne préjugent pas forcément des performances futures. Mais bon, même divisé par 7, on reste sur 1 million, ce qui est suffisant pour partir en retraite anticipée si vous êtes raisonnable et vous contentez d'une rente nette mensuelle de 4 000 € environ. De toute façon, ce n'est que le début, et mes investissements en DCA, donc tous les mois, seraient un peu plus sages que ça. Comme j'en parlais dans une précédente vidéo, en investissant 1000 € par mois, j'en placerais 500 dans le Nasdaq x2, ou plutôt le MSCI USA x2 pour l'instant, étant donné qu'une part de Nasdaq c'est 1200, donc trop cher pour y investir un peu tous les mois. Puis 250 € de diversification générale, donc en gros 180 € de MSCI World et 70 € de pays émergents. Enfin, 250 € par mois dans le Bitcoin et l'Ethereum. Sachez également que cette répartition n'est pas fixe, et au fur et à mesure que les années s'écoulent, le MSCI World, le Russell 2000 et dans une moindre mesure les pays émergents prendront plus d'ampleur, jusqu'à remplacer complètement les ETF à effet de levier d'ici 4 ou 5 ans. De plus, j'investirai bien sûr en SCPI ensuite pendant une certaine période, puis en obligations en or et dans mes livrets, dans cet ordre. Ce faisant, je partirai en retraite avec un patrimoine plutôt équilibré et surtout extrêmement rentable. Ce modèle est à mon avis le plus lucratif, comme j'en parlais dans cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Parlant de cette dernière, vous y trouverez d'ailleurs deux autres choses, les codes des ETF que je vous ai mentionnés qui sont bien sûr tous accessibles au PEA, ainsi que des infos sur mon programme de formation. En effet, vous commencez peut-être à réaliser que votre argent endormi possède un potentiel extraordinaire. Apprendre c'est une chose, mais sauter le pas en est une autre. C'est donc pour ça que je me propose de vous accompagner en vous proposant une stratégie parfaitement adaptée à vous et vous seul, au travers d'une séance d'1 heure qui se veut rapide, efficace et pas chère. J'assurerai par la suite un suivi jusqu'à ce que vos investissements soient sur de bons rails, car après ça va tout seul bien sûr. En tout cas, ne faites pas comme moi. La somme d'argent sur laquelle vous êtes assis, faute d'avoir su quoi en faire pendant tout ce temps, est la plus importante de votre parcours. C'est elle qui profitera le plus des intérêts, étant votre tout premier investissement. Et vous, quelle est votre stratégie? N'hésitez pas à en parler en commentaire pour échanger de bonnes idées. D'ici là, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!